Elle a taquiné et flirté depuis son siège, puis a souri d'un air narquois, « Tu es libre de partir si ça te dérange. » Alors je suis parti et j'ai laissé la réalité lui montrer ce que vivre sans moi signifie vraiment. L'information m'est parvenue avant que le moindre mot ne soit prononcé. Le décor a livré le message en premier. Vendredi soir sur la presqu'île de Lyon, le genre d'établissement où commander du vin ressemble à une petite victoire. Murs en pierres apparentes, ampoules à filaments, une ardoise en guise de menu, remplie d'une écriture élaborée. Je suis Julien Fournier, 38 ans, et je dirige une modeste entreprise de rénovation dans l'est de la ville. Mes journées de travail consistent à corriger des structures inégales et à réparer des toitures compromises. L'objectif de la soirée était simple, un dîner tranquille avec ma femme dans un restaurant qu'elle avait mentionné à plusieurs reprises tout au long de la semaine. J'avais terminé un chantier en avance, nettoyé la sueur de mes mains et j'étais arrivé avec 5 minutes d'avance. Elle est entrée exactement à l'heure de la réservation, coiffée professionnellement, les yeux brillants d'une manière qui suggérait que la soirée était prometteuse. Puis j'ai observé son attention se détourner de notre table pour se porter sur un homme assis 3 sièges plus loin au bar, un homme qu'elle connaissait d'une soirée entre amis. Le contact initial avec le tabouret de bar semblait innocent. Elle s'est penchée en arrière sur son siège, a tourné une épaule loin de moi et a adressé un sourire qui m'a complètement ignoré. Son menu est resté fermé. Il a mentionné un récent voyage à Lisbonne. Elle a répondu par un rire qui semblait disproportionné par rapport aux commentaires. J'ai posé mon menu et l'ai regardé droit dans les yeux. Nous avons un rendez-vous, toi et moi. Elle a fait un geste de la main sans se retourner. Je suis juste amical. Ne cherche pas à tout contrôler. L'homme s'est agité mal à l'aise sur son tabouret. J'ai gardé les yeux fixés sur elle. Retourne-toi et dîne avec ton mari, ou je m'en vais. Cela a attiré son attention. Elle m'a fait face avec un sourire de façade. Détends-toi. Les adultes peuvent parler aux gens sans faire de drame. Les adultes honorent aussi leurs engagements, ai-je dit. C'est ton choix, maintenant, moi ou lui. Son expression s'est durcie. Le sourire est resté, mais ses yeux sont devenus froids. La porte est ouverte si ça ne te plaît pas. Je me suis levé immédiatement. La serviette est tombée dans mon assiette. Le serveur s'est figé en plein mouvement. L'homme au bar a fixé son verre. J'ai sorti 2 billets de 20 € de mon portefeuille et les ai posés sur la table pour mon repas intact. Compris, ai-je dit. Je prends cette porte. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Elle ne s'y attendait pas. Tu pars sérieusement? À cause d'une conversation? C'est toi qui me l'as dit. Je respecte tes souhaits. J'ai repoussé ma chaise avec les 2 mains. Quand quelqu'un vous montre qui il est et vous dit de partir si ça ne vous plaît pas, vous écoutez. Elle a ri, mais son rire sonnait creux. C'est ridicule. Assieds-toi. Non. J'ai pris ma veste sur la chaise. Tu as clairement exposé ta position. J'expose la mienne. L'homme au bar s'était maintenant complètement détourné, les épaules voûtées. Les autres clients faisaient semblant de ne pas regarder. Elle a tendu la main vers mon bras. J'ai reculé. Nous sommes mariés, a-t-elle dit, sa voix se réduisant à un sifflement. Tu ne peux pas simplement partir comme ça. Tu m'as offert la sortie. Je la prends. Je l'ai regardé une dernière fois. Profite de ta soirée. Je suis passé devant le bar, devant le comptoir d'accueil, et j'ai franchi la porte d'entrée. L'air frais du soir m'a frappé le visage. Ma camionnette était garée 3 places plus loin. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis resté assis pendant 30 secondes, les mains sur le volant. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne le premier carrefour. Tu es sérieux, là? J'ai posé le téléphone dans le porte-gobelet sans répondre. Il a vibré encore et encore. À la 4e vibration, je me suis garé, j'ai bloqué son numéro et je suis resté assis dans le silence. La route devant moi était sombre. Les lumières du tableau de bord se reflétaient sur le pare-brise. Je n'avais qu'une seule pensée. À cet instant, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon frère. Il a ouvert la porte en pantalon de survêtement, a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est écarté. Entre. Je lui ai tout raconté en moins de 10 minutes. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il m'a tendu une bière et a dit,
tu as fait ce qu'il fallait. De quoi as-tu besoin? D'un endroit où dormir ce soir et du nom de ton avocat spécialisé en divorce. Tu as les deux. J'ai dormi sur son canapé. Pas bien, mais mieux que je ne l'aurais fait à la maison. Le matin, mon téléphone affichait 17 tentatives d'appel bloquées de son numéro. J'ai supprimé les notifications sans les regarder et j'ai appelé l'avocat. Il pouvait me voir lundi à 9 h. Samedi, je suis allé à la maison pendant qu'elle était au yoga. Je connaissais son emploi du temps, 90 minutes, tous les samedis à 10 h. J'avais 2 heures pour agir. J'ai fait mes bagages méthodiquement, vêtements, documents, les outils de mon grand-père, la photo de mes parents, la boîte en chaîne avec les lettres de l'époque où nous construisions vraiment quelque chose ensemble. Tout tenait en un seul chargement dans la benne de ma camionnette. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine. Pas de mots. L'espace vide en disait assez. J'ai gardé le double de la clé de la camionnette qu'elle avait et j'ai pris note de faire changer le système d'allumage plus tard. J'ai redirigé mon virement automatique vers mon compte personnel, appelé la compagnie d'assurance pour la retirer comme bénéficiaire, mis à jour mon contact d'urgence pour mon frère et annulé nos cartes de crédit communes. Tout ce qui pouvait être fait sans avocat, je l'ai fait en 3 heures. À midi, j'avais signé un bail mensuel pour un studio meublé au-dessus d'un magasin de vélos. Le propriétaire m'a remis les clés sans poser de questions. Le logement se trouvait sur le boulevard de la Croix-Rousse, assez proche de mes principaux chantiers pour que le trajet me fasse gagner 40 minutes par jour. J'ai emménagé mes cartons avant que le rush du déjeuner ne commence en bas. L'endroit était propre, mobilier minimaliste, parquet récemment rénové. Le soleil entrait par la fenêtre et le matin. Un lit escamotable se repliait dans le mur. Une petite cuisine avec le nécessaire. Une salle de bain avec une douche à bonne pression. Ça ferait l'affaire. J'ai rangé les outils de mon grand-père sur les étagères intégrées. Le rouleau de cuir s'ouvrait à plat, chaque emplacement tenant les ciseaux et les rabots qu'il avait utilisés pendant 40 ans. J'ai placé la photo de mes parents sur le rebord de la fenêtre où la lumière du matin la frapperait. La boîte en chaîne avec nos lettres étalées dans le placard. Je m'en occuperai plus tard, ou jamais. La première nuit dans le nouvel espace, je me suis assis par terre, le dos contre le mur, et j'ai mangé un plat à emporter du restaurant taille d'en bas. Le silence était différent du silence à la maison. À la maison, le calme signifiait la tension, l'attente du prochain commentaire passif ou du prochain roulement des yeux. Ici, le calme signifiait que rien n'allait mal. Rien n'avait besoin d'être réparé. Personne n'avait besoin d'être géré. Le soir, mon téléphone affichait 43 appels manqués. Je l'ai éteint et l'ai laissé dans un tiroir. L'écran est devenu noir et est resté noir. Dimanche, j'ai acheté un nouveau téléphone avec un nouveau numéro dans un magasin sur le cours Gambetta. Le vendeur m'a demandé si je voulais transférer mes contacts. J'ai dit non. Je repartais de zéro. J'ai donné le numéro à mon frère, à mon contremaître, et j'ai gardé de la place pour le numéro de l'avocat que j'obtiendrai le lendemain. Personne d'autre. Lundi matin, j'étais assis en face de l'avocat dans un bureau de la rue de la République, à 3 pâtés de maison du palais de justice. Des bibliothèques couvraient 2 murs. Une fenêtre donnait sur la rue en contrebas où la circulation s'écoulait dans le tumulte matinal. Il a écouté pendant que j'exposais la situation, prenant des notes sur un bloc-notes jaune avec un porte-mine. Quand j'ai eu fini, il a posé le crayon et a levé les yeux avec une expression qui ressemblait à du respect. « Vous êtes parti proprement », a-t-il dit. Pas de drame, pas de confrontation au-delà de ce qui s'est passé au restaurant. Ça aide. Elle m'a dit que les portes étaient ouvertes. Je les ai franchies. Et vous n'êtes pas retourné pour discuter ou négocier? Non. Il a hoché la tête, a écrit autre chose dans la marge de ses notes. Gardez cette énergie. Ça ira plus vite que vous ne le pensez. En France, la procédure la plus simple est le divorce par consentement mutuel. Pas d'enfant, pas de bien partagé au-delà de la maison, qui, selon vous, est à son nom suite à un héritage. Correct. Les comptes joints. Fermé samedi. J'ai redirigé mon virement automatique. Annulé les cartes. Il m'a regardé avec un intérêt renouvelé. Vous avez documenté tout cela. Capture d'écran, relevé de compte, courriel de confirmation, tout est dans un dossier sur mon ordinateur portable.
Je vous les enverrai aujourd'hui. Il a tourné une nouvelle page. Ça va être simple. Les frais de justice sont d'environ 350 €. Ma provision d'honoraires est de 2500 €. Nous déposerons la demande cette semaine, nous lui ferons signifier les papiers, et à moins qu'elle ne conteste ce qu'elle ne fera peut-être pas, si tout ce que vous dites est exact, nous pouvons régler ça en 3 mois. Et si elle conteste? Alors nous irons en médiation, peut-être en procès, mais d'après ce que vous me dites, il n'y a rien à contester. Elle garde la maison. Vous gardez votre entreprise et vos comptes personnels. Pas de prestations compensatoires car le mariage a duré moins de 10 ans et vous avez une capacité de revenus similaire. Il a fermé le dossier. C'est le divorce le plus propre qui soit. Il a déposé la demande cette semaine-là. Elle a reçu la notification mercredi à son bureau. Je le sais parce que son ami, qui travaille dans le même immeuble, a vu la scène et a appelé mon frère pour lui dire qu'elle avait fait un scandale. Mon frère me l'a raconté autour d'une bière ce soir-là. Je lui ai demandé de ne plus me donner de nouvelles de ses réactions. Il a accepté. Jeudi, mon ancien téléphone avait été rallumé à distance d'une manière ou d'une autre, affichant 97 appels manqués, 42 messages textes et 16 messages vocaux. Je n'ai lu ni écouté aucun d'eux. J'ai déconnecté le téléphone de façon permanente et l'ai recyclé dans un magasin d'électronique sur l'avenue Jean Jaurès. Le vendeur m'a demandé si je voulais la carte SIM. Je lui ai dit de la détruire. Ses amis ont commencé à se présenter sur mes chantiers dans les 2 semaines qui ont suivi. D'abord, Sophie, que j'avais rencontrée 2 fois lors de dîner. Elle s'est présentée sur un chantier de rénovation de cuisine au Breteau, a demandé à mon contremaître où j'étais. Il lui a dit que je n'étais pas disponible. Elle a insisté. Il lui a dit de partir ou il appellerait la police pour violation de propriété privée. Elle est partie. Puis sont venus 2 autres que je ne reconnaissais pas de nom, mais je reconnaissais leur visage sur ses réseaux sociaux. Elles ont essayé la même approche lors d'une rénovation de salle de bain à mon plaisir. Mon contremaître, un homme nommé Franck qui travaillait avec moi depuis 6 ans, a géré la situation de la même manière. Après la 3e tentative, j'ai dit à Franck d'appeler la police immédiatement si une femme se présentait en demandant après moi et n'était pas une cliente. Il a accepté et a semblé satisfait d'avoir des instructions claires. Sa mère a appelé mon frère un mardi après-midi, elle a pleuré, supplié, dit que sa fille était dévastée, que j'étais cruel, que la famille devrait régler ses problèmes. Mon frère a écouté poliment, puis a dit que je n'étais pas disponible pour une discussion et a mis fin à l'appel. Il m'a envoyé un texto juste après. C'est réglé. Tu n'as pas besoin de répondre. J'ai répondu par un emoji pouce levé. Sa sœur a envoyé un courriel à mon compte professionnel avec pour objet « Nous devons parler de ma sœur ». Je l'ai ouvert, j'ai vu la première ligne, elle a fait une erreur, mais elle t'aime, et j'ai arrêté de lire. Je l'ai transféré à mon avocat sans lire la suite. Il a répondu en moins d'1 heure. Ne répondez pas. N'engagez pas la conversation. Transférez tout ce qu'elle envoie d'autre. Après 2 semaines, elle a essayé une approche différente. Elle s'est présentée au magasin de vélo un samedi matin. Je n'étais pas là, j'étais parti tôt pour une coulée de béton qui nécessitait une surveillance. Le propriétaire m'a appelé sur le chantier. Il y a une femme ici qui vous demande. Elle dit que c'est votre femme. Elle pleure beaucoup. Elle fait une scène devant les clients. Dites-lui que je ne vis pas là. Demandez-lui de partir. Si elle refuse, appelez la police. Vous êtes sûr? Elle a l'air vraiment bouleversée. J'en suis sûr. Et j'apprécie que vous m'appeliez au lieu de lui donner des informations. Il a fait une pause. Elle m'a montré une photo de vous 2 ensemble à un mariage. Nous sommes divorcés. Les papiers sont déposés. C'est mon ex-femme et elle doit partir. Compris. Je m'en occupe. Il a rappelé 15 minutes plus tard. Elle est partie, mais elle est restée assise dans sa voiture dehors pendant environ 10 minutes à pleurer avant de s'en aller. Vous voulez que j'appelle si elle revient? Oui. Et appelez directement la police. N'engagez pas la conversation avec elle d'abord. Compris. Elle n'est pas revenue, mais elle a commencé à passer en voiture devant mes chantiers. Franck a repéré sa voiture 2 fois en 1 semaine, garée de l'autre côté de la rue, simplement là.
Il a pris des photos de la plaque d'immatriculation et me les a envoyées par texto. Je les ai transférées à l'avocat avec une note, comportement s'apparentant à du harcèlement. Il a répondu, documenté. Si ça continue, nous déposerons une ordonnance restrictive. La procédure a avancé efficacement. Pas de biens partagés au-delà de la maison, qui était à son nom suite à un héritage. Pas d'enfants, plus de comptes joints. L'avocat a qualifié cela de la séparation la plus propre qu'il ait gérée en 5 ans. La plupart des gens font traîner les choses, a-t-il dit. Ils essaient de gagner des arguments qu'ils ont déjà perdus. Pas vous. Elle m'a dit de partir. Je n'ai aucun intérêt à rester là où on ne veut pas de moi. Cette clarté vous servira bien. L'audience finale a duré 30 minutes dans une salle de tribunal qui sentait le vieux bois et la cire à parquet. La juge était une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Mon ex-femme était assise de l'autre côté de la salle avec son avocat, un homme en costume cher qui semblait gérer des fusions d'entreprises, pas des divorces. Elle n'arrêtait pas de me jeter des regards, attendant un contact visuel que je n'ai jamais accordé. J'ai gardé les yeux sur la juge ou sur les notes de mon avocat. La juge a examiné les documents, posé les questions habituelles. Combien de temps marié? Des enfants? Des biens partagés? Des litiges sur la division des biens? Mon avocat a répondu clairement. Son avocat était d'accord sur tout. C'était rapide, efficace, exactement ce que je voulais. Quand la juge a demandé s'il y avait une possibilité de réconciliation, j'ai dit « non », avant que son avocat ait fini d'inspirer pour parler. La juge m'a regardé par-dessus ses lunettes, a regardé mon ex-femme, puis est revenue au document. Le marteau est tombé. Divorce prononcé. Vous êtes tous les deux libres de partir. Nous nous sommes levés. Son avocat a rassemblé ses papiers. Mon avocat a rassemblé les siens. Elle se tenait là, dans une robe bleue que je n'avais jamais vue auparavant, paraissant plus petite que dans mon souvenir, comme si elle avait perdu du poids. J'ai marché vers la porte. Elle m'a suivi à l'extérieur du palais de justice. Elle a tenté une dernière fois. Pouvons-nous parler? Je me suis arrêté sur les marches mais ne me suis pas retourné. Non. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Sa voix semblait mince, comme du papier trop tendu. Je me suis alors retourné, je l'ai regardé directement. Tu m'as dit de partir si ça ne me plaisait pas. Je suis parti. C'est exactement comme ça que tu voulais que ça se passe. J'étais en colère. Les gens disent des choses quand ils sont en colère. Tu m'as dit de partir, ai-je dit. Tu as dit que les portes étaient ouvertes si ça ne me plaisait pas. Je t'ai prise au mot. C'est fini entre nous. Ses yeux se sont remplis de larmes. De vraies larmes, probablement, assez convaincantes pour que la plupart des gens s'arrêtent pour la réconforter. Je l'avais déjà vue pleurer quand elle voulait quelque chose. C'était une autre performance, ou c'était un regret sincère arrivant des années trop tard pour avoir de l'importance. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Tu as fait un choix. Moi aussi. Le mien a été de te croire. Je suis retourné à ma camionnette et j'ai conduit jusqu'au bureau. J'avais une réunion avec un client à 14h et une livraison de matériaux à vérifier. À 15h30, la vie continuait. Le divorce était prononcé. Le chapitre était clos. La nouvelle a vite circulé dans notre cercle social. Des amis communs m'ont contacté quelques jours après que le dépôt de la demande soit devenu public. La plupart voulaient des ragots. Ils commençaient par « Et, j'ai entendu dire que toi et son nom vous vous séparez. » Que s'est-il passé, comme s'ils ne le savaient pas déjà ou n'avaient pas déjà entendu sa version. J'ai donné à tout le monde la même réponse, livrée sur le même ton neutre, elle m'a dit de partir si je n'aimais pas la façon dont elle me traitait. Je suis parti. Il n'y a rien de plus à dire. Certains insistaient. Mais que s'est-il réellement passé? Il doit y avoir plus que ça. C'est ce qui s'est passé. Elle m'a dit de partir si je n'aimais pas son comportement. J'ai utilisé la porte qu'elle a ouverte. Nous sommes maintenant divorcés. Ceux qui insistaient davantage n'obtenaient pas de troisième réponse. Je mettais fin à la conversation et cessais de répondre à leurs appels. Quelques-uns voulaient sincèrement comprendre. Ils posaient des questions prudentes. Comment j'allais? Avais-je besoin de quelque chose?
Est-ce que ça allait? Ceux-là ont eu des réponses honnêtes. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Non, je n'ai besoin de rien. Oui, je vais vraiment bien. Sa version changeait selon la personne à qui elle parlait et la réaction qu'elle voulait obtenir. Certains ont entendu que je l'avais abandonnée pour rien, que je l'avais laissée dans un restaurant parce qu'elle avait parlé à un autre homme. D'autres ont entendu que j'avais surréagi à une simple conversation, que j'étais contrôlant et que je ne supportais pas qu'elle ait des amis. Quelques-uns ont entendu quelque chose de plus proche de la vérité, qu'elle m'avait dit de partir et avait semblé choqué quand je l'ai fait. Ces quelques-uns ont cessé de l'appeler. Je le sais parce que 2 d'entre eux m'ont contacté séparément avec des messages presque identiques, j'ai entendu la vraie histoire. Je suis désolé d'avoir cru sa version au début. Ce que tu as fait demandait du courage. Je les ai remerciés et j'ai continué ma vie. Il n'y avait aucune satisfaction à être cru, juste le soulagement que certaines personnes puissent voir clair. Un ami, un gars nommé Antoine, avec qui je jouais occasionnellement au basket, s'est présenté sur un chantier sans prévenir environ un mois après la finalisation du divorce. Il m'a tendu un café et s'est appuyé contre ma camionnette. « Je dois te dire quelque chose », a-t-il dit. « D'accord. » Elle a appelé ma femme la semaine dernière en pleurant. Elle a dit que tu l'avais quittée sans raison. Que tu refusais de travailler sur votre mariage. Ma femme se sentait très mal pour elle, elle était prête à t'appeler pour te traiter d'imbécile. Mais je me suis souvenu de la soirée au barbecue de Jérôme l'été dernier. Je me suis souvenu de l'avoir vu parler à ce type de son bureau pendant que tu étais assis seul sur la terrasse. Je me suis souvenu qu'elle riait à tout ce qu'il disait et t'ignorait complètement. Et j'ai pensé, si elle fait ça lors d'un barbecue décontracté sous le regard de ses amis, qu'est-ce qu'elle fait quand personne ne regarde? J'ai pris une gorgée de café, j'ai attendu. Alors, j'ai demandé à ma femme, est-ce qu'il est juste parti de nulle part, ou est-ce que quelque chose s'est passé avant? Et elle a dit, eh bien, ex-femme a dit qu'ils avaient eu un désaccord au dîner. Alors, j'ai demandé, quel genre de désaccord? Et finalement, la vraie histoire est sortie, qu'elle t'a dit de partir. 2 fois. C'est la vraie histoire, ai-je confirmé. Je l'ai dit à ma femme. Elle a rappelé ton ex-femme et lui a dit qu'elle ne pouvait pas soutenir quelqu'un qui disait à son mari de partir et qui faisait ensuite semblant d'être surprise quand il le faisait. Il a fini son café et a jeté le gobelet dans la poubelle du chantier. Je me suis dit que tu devais savoir que certaines personnes voient clair dans son jeu. J'apprécie. Tu as fait ce qu'il fallait, mec. Partir demandait plus de force que de rester. 3 mois après la finalisation du divorce, je l'ai croisé dans un Monoprix sur le boulevard de la Croix-Rousse. J'étais là pour les courses de base, pain, café, légumes pour la semaine. Dimanche matin, 8h30, avant la foule. J'ai tourné dans le rayon des fruits et légumes et elle était là, devant la laitue biologique, une main sur un chariot, l'autre tenant son téléphone. Elle était seule. J'étais seul. Elle a levé les yeux de son téléphone et m'a vu. Son expression a traversé plusieurs étapes en 2 secondes, la surprise, puis quelque chose comme de l'espoir, puis la résignation quand elle a vu mon visage. Elle a ouvert la bouche pour parler. J'ai hoché la tête une fois de la manière dont on salue un inconnu qu'on a failli bousculer et j'ai continué mon chemin. J'ai pris la laitue dont j'avais besoin à l'autre bout du présentoir, je suis passé aux tomates, j'ai senti ses yeux sur mon dos, mais je ne me suis pas retourné. J'ai fini mes courses, je suis passé à la caisse, j'ai chargé les sacs dans ma camionnette et je suis rentré à mon appartement, le 3 pièces près du parc de la Tête d'Or où je vivais depuis quelques mois. Elle n'a jamais dit ce qu'elle avait prévu de dire. Il ne restait rien entre nous qui nécessitait des mots. 6 mois plus tard, mon frère a mentionné qu'elle avait posé des questions sur moi par le biais de relations communes, qu'elle voulait savoir si je voyais quelqu'un, si je parlais jamais d'elle. Je lui ai dit de dire à quiconque demandait que je ne parlais pas d'elle, que je ne pensais pas à elle et que je n'avais aucun intérêt à avoir des nouvelles de sa vie. Elle réalise ce qu'elle a perdu, a-t-il dit. Elle m'a dit de partir. Elle n'a rien perdu. Elle a eu exactement ce qu'elle a demandé. 1 an plus tard, je me souvenais à peine du restaurant. Le nom avait disparu. L'emplacement était vague. Je ne pouvais pas me rappeler ce que j'avais commandé ou ce qu'elle portait. Les détails s'étaient estompés. Ce qui restait, c'était la leçon, claire et permanente comme un plan d'architecte estampillé et classé, quand quelqu'un vous dit de partir, vous partez. Quand quelqu'un vous montre qui il est,
vous le croyez. Quand quelqu'un vous offre une sortie, vous la prenez. Sans hésitation, sans remise en question, sans attendre qu'il clarifie ou se rétracte. J'ai tout reconstruit à partir de ce studio au-dessus du magasin de vélo. J'ai trouvé un meilleur appartement après 6 mois, un 3 pièces dans un immeuble calme près du parc de la Tête d'Or. De l'espace pour un bureau à domicile, une vraie cuisine, des fenêtres sur 2 côtés. J'ai acheté une petite maison après 1 an, un pavillon sur un terrain de 1000 mètres carrés à Montchat. 3 chambres, une salle de bain, du parquet d'origine sous la moquette, un garage détaché qui est devenu mon atelier. J'ai développé l'entreprise, j'ai embauché 2 autres ouvriers, puis un 4e quand le travail a continué d'affluer. J'ai commencé à me spécialiser dans les rénovations historiques, le genre de travail qui exigeait de la patience et de la précision et des maisons qui avaient été négligées, recouvertes, mal réparées par des gens qui ne savaient pas mieux. Je les remettais à nu dans leur état d'origine et les reconstruisais correctement. Ma réputation a grandi. Les clients me recommandaient à leurs amis. Mon calendrier s'est rempli 6 mois à l'avance, puis 8, puis une année complète. J'ai refusé le travail que je ne voulais pas et j'ai facturé ce que je valais pour le travail que je faisais. Le compte de l'entreprise a grossi. J'ai acheté de meilleurs outils, investi dans la formation de mon équipe, les ai payés assez bien pour qu'ils arrêtent de chercher d'autres emplois. J'ai commencé à courir le matin avant le travail. 10 kilomètres sont devenus 15, 15 sont devenus 20 le samedi. Mon corps a changé, mes épaules se sont élargies à cause du travail, mes jambes se sont renforcées à cause de la course. Je dormais toute la nuit sans me réveiller à 3 heures du matin pour vérifier mon téléphone. J'ai complètement arrêté de vérifier mon téléphone après 20 heures. Il n'y avait rien dessus qui ne pouvait pas attendre le lendemain matin. J'ai eu des rendez-vous quand l'envie m'en prenait, rien de sérieux au début. Un café avec une femme que j'ai rencontrée à la pendaison de crémaillère d'un client. Un dîner avec quelqu'un que la femme de mon frère connaissait de son club de lecture. Un film avec une voisine qui m'a demandé si je voulais de la compagnie. J'étais honnête sur mon passé. Je suis divorcé. Ça s'est mal terminé mais proprement. Je n'ai pas de colère à ce sujet, mais je ne parle pas d'elle non plus. Si c'est un problème, je comprends. La plupart des femmes respectaient ça. Quelques-unes ont fui. Je les ai laissées partir sans les poursuivre. Je n'étais pas intéressé à convaincre qui que ce soit que je valais le risque. Soit elle le voyait, soit elle ne le voyait pas. 2 ans après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un lors d'une soirée de la chambre de commerce et d'industrie à laquelle j'assistais parce qu'un client avait insisté sur le fait que c'était bon pour les affaires. Normalement, j'évitais les événements de réseautage, mais ce client m'avait référé 3 chantiers en 6 mois, alors j'y suis allé. Elle se tenait près de la table des apéritifs, regardant son téléphone avec l'expression de quelqu'un qui ne voulait pas non plus être là. Je me suis approché pour prendre une assiette et elle a levé les yeux. « Ces soirées sont terribles », a-t-elle dit. « D'accord. Je possède une agence de design. Vous êtes un entrepreneur en rénovation. » Son expression a changé. L'intérêt a remplacé l'ennui. « Vous êtes Julien Fournier. J'ai vu votre travail. La rénovation de la maison de maître près de la place Bellecour. C'était la mienne. Magnifique travail. Ces bibliothèques intégrées dans le salon d'origine? Profil d'origine, bois neuf. Les originales étaient pourries au-delà de toute réparation, mais j'ai assorti le grain et coupé les moulures à la main pour préserver les détails. Je suis Julien, au fait. Claire Bernard. Mais vous le saviez déjà, a-t-elle souri. Votre réputation vous précède. Nous avons parlé pendant 30 minutes de matériaux, d'aménagement et de la différence entre un bon travail et un travail rapide. Elle a ri de ma blague sur les clients qui veulent des planchers de récupération mais ne veulent pas payer les prix de la récupération. J'ai ri de son histoire sur un client qui voulait un style « maison de campagne moderne », qu'elle a décrit comme « un vomi de Pinterest sur une vraie ferme ». Nous avons d'abord échangé nos cartes de visite, puis elle m'a demandé mon numéro personnel. Au cas où j'aurais besoin d'une recommandation d'entrepreneur, a-t-elle dit, mais en souriant d'une manière qui signifiait autre chose. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un texto, ce n'est pas pour le travail. C'est à propos d'un nouveau café à la Croix-Rousse qui aurait le meilleur expresso de Lyon. Tu veux vérifier cette affirmation avec moi? Je l'ai fait. L'expresso était bon, pas le meilleur. La conversation était meilleure.
Nous avons parlé pendant 2 heures. Claire m'a posé des questions directes sur mon divorce. J'ai entendu dire que tu avais été marié avant. Ça te dérange si je te demande ce qui s'est passé? Elle m'a dit de partir. Je suis parti. C'est toute l'histoire. C'est la seule partie qui compte. Elle a hoché la tête, a pris une gorgée de son deuxième expresso. J'aime le fait que tu ne portes pas ça comme une blessure. Beaucoup d'hommes divorcés que j'ai rencontrés veulent te raconter chaque détail de la méchanceté de leur ex. Elle a fait un choix. J'ai fait un choix. Nous vivons tous les deux avec ces choix. C'est tout. Nous nous sommes vus 2 autres fois avant que je lui demande si elle voulait dîner chez moi. Je cuisinerai. Elle a dit oui. J'ai fait des pâtes fraîches, une compétence que ma mère m'a enseignée avant de mourir. Les pâtes étaient bonnes. La conversation était meilleure. Après le dîner, nous nous sommes assis sur la terrasse arrière et avons regardé le chat des voisins chasser les papillons de nuit dans le jardin. Elle m'a posé des questions sur mon entreprise. Je lui ai posé des questions sur la sienne. Nous avons parlé de choses sans importance et de choses très importantes. Elle est partie à 23 heures, m'a embrassé à la porte et a dit « J'aimerais bien refaire ça ». 3 mois plus tard, elle a emménagé dans la maison. Non pas parce que je l'ai demandé, mais parce qu'elle a mentionné que son bail expirait, et j'ai dit « Emménage ici », sans avoir prévu de le dire. Elle m'a regardé attentivement. « Tu es sûr ? 3 mois, c'est rapide. » Ce n'est pas trop rapide quand c'est la bonne décision. Elle a emménagé le week-end suivant, a apporté ses meubles, qui étaient meilleurs que les miens, a apporté sa vaisselle, qui était assortie, a apporté ses livres, qui ont rempli les étagères vides que j'avais construites mais jamais remplies. La maison semblait plus complète avec ses affaires dedans. Nous travaillions bien ensemble. Elle comprenait les délais et les exigences des clients. Je comprenais la vision créative et les contraintes budgétaires. Nous parlions du travail au dîner et laissions cela de côté quand nous allions nous coucher. Elle ne vérifiait pas constamment son téléphone. Je ne me réveillais pas en redoutant la conversation. Nous avons construit quelque chose qui semblait facile, comme monter la charpente d'un mur sur un sol plat au lieu d'essayer de caler des fondations qui n'ont jamais été d'équerre au départ. Nous nous sommes mariés un jeudi après-midi à la mairie, dans le même arrondissement où mon premier mariage avait pris fin. Étage différent, adjoint au maire différent. Cette fois, l'élu était un homme d'une 60aine d'années qui avait célébré tellement de mariages que ses mots avaient le rythme de quelqu'un récitant un poème mémorisé des décennies auparavant. Juste nous deux, mon frère et sa sœur. Pas d'autres invités, pas de réception, pas de première danse, pas de photos posées. Nous portions des vêtements de tous les jours. Je portais une chemise et un jean propre. Elle portait une robe bleue qu'elle possédait déjà. Nous avons prononcé nos consentements, échangé de simples alliances en or et signé les registres. Toute la cérémonie a duré 12 minutes. Dehors, mon frère nous a tous les deux serrés dans ses bras et a dit « Félicitations. Celui-ci va durer ». Sa sœur a pleuré de joie et a pris une photo sur son téléphone qu'elle a promis de ne poster nulle part. Nous avons dîné ensuite dans un restaurant italien tranquille du Vieux-Lyon, le genre avec des nappes à carreaux rouges et des bougies dans des bouteilles de vin. Juste nous 4. Nous avons parlé tout au long du repas, fait des plans pour un week-end sur la côte, ri de choses sans importance et partagé 2 bouteilles de vin entre nous. Quand l'addition est arrivée, ma femme et moi avons tous les deux tendu la main en même temps. Nous nous sommes regardés et avons souri. Elle a sorti sa carte. J'ai sorti la mienne. Nous avons partagé l'addition sans discussion, chacun payant la moitié, et sommes partis ensemble. Ce moment m'a semblé plus significatif que n'importe quelle cérémonie. Partenaires égaux, investissement égal, personne ne compte les points. Nous sommes rentrés ensemble dans ma camionnette. Elle s'est assise près de moi, sa main sur mon genou. La radio jouait quelque chose d'acoustique et de calme. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Le silence était confortable, sûr, naturel. Cette nuit-là, allongé dans le lit avec sa tête sur ma poitrine, j'ai pensé au restaurant exactement une fois, le restaurant de Lyon où mon premier mariage s'est terminé. Comme ce silence avait été différent. Tendu, lourd, plein de tout ce qui n'allait pas. Ce silence était plein de tout ce qui allait bien. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Mon ex-femme a appris mon remariage par des amis communs qui n'étaient plus vraiment communs.
L'un d'eux, essayant d'être utile ou peut-être juste de semer la zizanie, a dû le lui dire. Elle a envoyé un message à mon adresse électronique professionnelle 3 jours après la cérémonie à la mairie. L'objet était « Félicitations, je suppose ». Je l'ai vu dans ma boîte de réception pendant le déjeuner sur un chantier. Mon doigt a hésité dessus pendant 2 secondes. Puis je l'ai supprimé sans l'ouvrir. Ce qu'elle avait écrit à l'intérieur de ces mots n'avait pas d'importance. Elle ne faisait plus partie de cette histoire. Elle n'avait aucun droit de commenter ma vie. Mon frère a demandé plus tard cette semaine-là si je voulais savoir ce qu'elle avait dit. Quelqu'un lui avait montré une capture d'écran. Non, lui ai-je dit. Quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Apparemment, elle a dit à plusieurs personnes que tu avais vite tourné la page, que le timing était suspect. J'ai tourné la page quand elle m'a dit de partir. Tout ce qui a suivi, c'était juste moi vivant ma vie. Il a hoché la tête. C'est ce que j'ai dit à son ami qui m'a montré la capture d'écran. J'ai apprécié sa protection mais je lui ai dit la même chose qu'à tout le monde. Je ne veux pas de nouvelles d'elle. Je ne veux pas savoir ce qu'elle pense, dit ou ressent. Ce chapitre s'est terminé le soir où elle m'a dit de partir. Il est resté fermé depuis. Compris, a-t-il dit. Et il n'a plus jamais parlé d'elle, à moins que je ne le demande, ce que je n'ai jamais fait. Les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir agi si vite, si j'aurais aimé essayer plus fort de sauver le mariage, si je pense à ce qui aurait pu être différent si j'étais resté à table, si j'avais continué à parler, si je lui avais donné plus de chances de réaliser ce qu'elle faisait. Je leur dis la vérité, je ne regrette pas d'écouter quand quelqu'un me dit ce qu'il veut. Je ne regrette pas de respecter les souhaits clairement exprimés de quelqu'un. Je ne regrette pas de m'être choisi quand quelqu'un d'autre a choisi de ne pas me choisir. Les questions viennent généralement de personnes qui croient que les relations exigent de la souffrance pour prouver qu'elles sont réelles, qui pensent que partir signifie que vous n'avez pas essayé assez fort, qui confondent l'endurance avec l'engagement. J'ai essayé pendant des mois avant cette nuit-là. Je suis resté malgré les changements de mots de passe, les défilements nocturnes sur le téléphone et les rires dans d'autres pièces qui ne m'incluaient jamais. Je suis resté malgré les rejets subtils, les roulements des yeux et les commentaires qui blessaient juste assez pour faire mal mais pas assez pour justifier une confrontation. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle regarde un autre homme avec plus d'intérêt qu'elle ne m'en avait montré en 6 mois. Je suis resté jusqu'à ce qu'elle me dise de partir si ça ne me plaisait pas. Alors je suis parti. Immédiatement. Ce n'était pas abandonner. C'était avoir assez de respect pour moi-même pour la croire la première fois. Certaines personnes restent dans des mariages où on leur dit de partir. Elles négocient. Elles supplient. Elles prouvent leur valeur à plusieurs reprises à quelqu'un qui a déjà décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être gardée. Je n'étais pas intéressé par cette performance. Elle m'a donné la permission de partir. Je l'ai saisie. C'était la décision la plus forte que j'ai jamais prise. Des années plus tard, je peux passer devant ce restaurant sans tressaillir. Je peux voir des couples dans des bars sans me poser de questions. Je peux entendre quelqu'un rire trop fort à une blague sans rien ressentir. La distance ne consiste pas à oublier. Elle consiste à construire quelque chose de nouveau sur des bases solides, à choisir des personnes qui vous choisissent en retour, à croire quelqu'un quand il vous montre qui il est et vous dit ce qu'il veut. Elle voulait que je parte. Je suis parti. Elle voulait voir à quoi ressemblait la vie sans mon attention. Je lui ai montré à quoi ressemblait la vie sans ma présence. La porte qu'elle a ouverte menait à un endroit meilleur que tous ceux où nous avions été ensemble. Je l'ai franchi sans hésitation. J'ai reconstruit de l'autre côté sans regarder en arrière. Ce n'est pas une histoire d'abandon. C'est une histoire sur le fait de savoir quand c'est fini, d'avoir la force de s'en aller quand quelqu'un vous tend la sortie. Elle m'a dit de partir si ça ne me plaisait pas. Je suis parti. Ce fut le début de tout ce qui est arrivé de bon par la suite. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de croire quelqu'un la première fois qu'il vous dit qui il est. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'utiliser la porte qu'il vous a ouverte. J'ai fait les deux. Je n'ai jamais regretté l'une ou l'autre décision. La vie que j'ai maintenant a été construite sur les décombres de ce qu'elle a détruit cette nuit-là. Chaque poutre est d'équerre. Chaque joint est serré. Chaque décision est la mienne. Elle n'a plus le droit de faire partie de cette histoire. Elle a terminé son chapitre quand elle m'a dit de partir.
J'ai franchi la porte qu'elle a ouverte. J'ai continué à marcher. J'ai construit quelque chose de mieux. C'est là que cette histoire se termine, avec un homme qui a su quand partir, avec une